L'Iran vient de bombarder Israël, pas des drones lents, facilement abattables, des missiles balistiques ultra précis, foudroyants, et 9 Israéliens ont péri ce matin ensevelis sous les gravats. Pour la toute première fois depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948, une nation souveraine a réussi à tuer des civils israéliens sur le territoire israélien avec des missiles balistiques lancés directement depuis son propre sol. Cette situation inédite n'existait pas hier, elle existe maintenant et personne n'évoque ce qu'il est désormais impossible de faire disparaître. Les médias vous racontent ce matin qu'il s'agit d'une escalade, d'une réaction démesurée, d'un acte guerrier qui va provoquer une contre-offensive israélienne majeure. CNN évoque le dépassement de lignes rouges. Les chroniqueurs occidentaux exigent une réaction ferme et rapide et les communicants militaires israéliens garantissent que la contre-attaque sera annihilante et sans appel. Mais voilà ce qu'on vous cache. Cette offensive iranienne n'était pas une bévue tactique. Elle n'était pas une exhibition de puissance hors contrôle. Elle était rigoureusement dosée dans sa force, dans ses objectifs, dans son moment pour accomplir un but spécifique que les médias occidentaux ne perçoivent même pas parce qu'ils fixent les 9 victimes au lieu d'observer le plateau de jeu. Pourquoi aucun grand média ne questionne exactement ce que l'Iran tente réellement d'obtenir avec une offensive suffisamment létale pour susciter une réponse mais insuffisamment dévastatrice pour provoquer un conflit total? Aujourd'hui, je vais vous démontrer précisément pourquoi cette offensive iranienne constitue la manœuvre la plus raffinée géopolitiquement depuis l'ouverture de cette crise et pourquoi la contre-offensive israélienne, promise quelle qu'en soit l'ampleur, va générer exactement l'issue que Téhéran anticipe. Car pour la toute première fois dans cet affrontement, c'est l'Iran qui dicte le rythme. Mais attendez, car ce que je vais vous dévoiler dans précisément 2 minutes va tout bouleverser. Permettez-moi de débuter par l'information la plus dévastatrice, celle qui devrait occuper tous les gros titres, mais que les médias occultent, car elle anéantit le narratif de la victoire militaire israélo-américaine des dernières semaines. Les missiles iraniens qui ont touché Israël ce matin ont franchi l'espace aérien jordanien, saoudien et irakien. 3 nations alliées aux États-Unis. 3 nations dont les dispositifs de défense anti-aérienne américains étaient censés former le premier bouclier protecteur d'Israël. Ces dispositifs n'ont pas neutralisé les missiles avant leur pénétration du territoire israélien. Saisissez bien la signification de cela. Ça signifie que chaque instant durant lequel ces missiles traversaient l'espace aérien de 3 partenaires américains sans être éliminés, l'infrastructure de défense collaborative que Washington a investi 30 ans à édifier dans la zone prouvait ouvertement devant la planète entière qu'elle ne performe pas comme annoncé. L'Iran détient entre 3000 et 4000 missiles balistiques fonctionnels de portée variée. Les missiles déployés ce matin étaient des Fatah 2. Des missiles hypersoniques à portée limitée, aptes à zigzaguer en phase finale pour esquiver les dispositifs d'interception. Le dispositif Iron Dome israélien est élaboré pour neutraliser des roquettes et des missiles à portée restreinte suivant une trajectoire balistique anticipable. Il n'est pas calibré pour des missiles hypersoniques évasifs. Le dispositif Arrow 3 élaboré pour les missiles balistiques de portée moyenne et étendue, a neutralisé une fraction des missiles, mais pas l'intégralité. Le pourcentage d'interception ce matin s'élevait à approximativement 73% selon les premières évaluations militaires israéliennes. Ce qui indique que 27% des missiles iraniens ont atteint leur objectif. Sur une volée de 30 missiles, 8 ont franchi l'ensemble des défenses. Et ces 8 missiles ont provoqué 9 décès. 30 missiles, 8 qui franchissent, 9 victimes, face à 30 années de doctrine défensive israélienne présentée comme inviolable, mais ce n'est pas encore le summum. Ce n'est pas la toute première fois que cette infrastructure défensive dévoile ses failles sous contrainte réelle. Il y a précisément 2 ans, en avril 2024, l'Iran avait propulsé plus de 300 drones et missiles en une unique nuit vers Israël. Le montant de l'interception par Israël, les États-Unis et leurs partenaires avait culminé entre 1 et 1,3 milliard de dollars. L'offensive avait été qualifiée d'échec iranien absolu car aucun civil n'avait succombé. Mais les analystes militaires rigoureux avaient remarqué quelque chose que les médias n'avaient
pas transmis. L'Iran avait assimilé, il avait recensé précisément quels modèles de missiles franchissaient et lesquels étaient neutralisés. Il avait cartographié les trajectoires d'approche les moins contrôlées. Il avait détecté les créneaux temporels où la synchronisation entre les dispositifs de défense partenaires était la plus défaillante. Cette offensive de mars 2026 constitue le fruit de 2 ans d'assimilation et pourtant personne n'en tire l'enseignement. C'est comparable à une partie d'échecs contre un rival qui perd sa première confrontation, mais qui, pendant que vous triomphez, enregistre minutieusement comment vous avez prévalu. La seconde confrontation débute, vous employez les mêmes stratégies initiales car elles ont réussi, car vous êtes persuadé de votre domination. Et votre rival ne dispute plus la même confrontation. Il dispute la confrontation qu'il a élaborée durant 2 ans en scrutant vos pratiques. Les 9 victimes de ce matin ne résultent pas d'une fortune iranienne, ils résultent de 2 ans d'examen méthodique de vos défenses par quelqu'un qui sait rigoureusement où vous scrutez et comment s'approcher depuis la zone où vous ne scrutez pas. Et la prochaine volée sera davantage précise que celle-ci. Patientez, car maintenant je vais vous dévoiler les informations que personne ne contextualise. Voici les informations structurelles que personne ne contextualise simultanément. Depuis les offensives américano-israéliennes sur l'Iran, le nouveau commandement iranien issu de la transition post-Khamenei a affecté une augmentation de 34% du financement des gardiens de la révolution dédiés aux missiles balistiques et hypersoniques. Le programme de missiles iranien comptabilise aujourd'hui 14 déclinaisons fonctionnelles distinctes, chacune avec des propriétés de vol spécifiques élaborées pour saturer et dérouter les dispositifs d'interception ennemis. La Chine a acheminé à l'Iran des éléments de guidage de précision dans le contexte de l'accord de collaboration de 2021. Des éléments qui ont substantiellement bonifié la précision finale des missiles iraniens depuis 18 mois. Le montant global du programme de missiles iraniens est évalué à 25 milliards de dollars sur 10 ans, soit un dixième du montant du programme F-35 américain, pour une aptitude de perturbation régionale estimée équivalente par les analystes de la Rand Corporation. Et depuis ce matin, le tarif du pétrole a dépassé les 115 $ le baril pour la toute première fois depuis 2022. Les stratèges qui ont orchestré cette offensive ne sont pas insensés. Ils savent rigoureusement ce qu'ils exécutent. Et maintenant, voici le véritable objectif que personne ne discerne. Voici l'éveil fondamental que les médias occidentaux sont incapables de discerner ce matin, car ils sont excessivement proches de l'événement. Cette offensive iranienne ne visait pas à annihiler Israël. Elle ne visait pas à remporter une guerre. Elle visait un objectif spécifique et raffiné. Contraindre Israël à contre-attaquer massivement, provoquer une escalade régionale incontrôlable et placer les États-Unis face à un dilemme impossible. S'impliquer directement dans une guerre ouverte contre l'Iran avec toutes ses répercussions économiques planétaires ou freiner Israël et paraître comme un partenaire peu crédible devant la planète entière. Dans les deux situations, l'Iran obtient quelque chose. Si les États-Unis s'impliquent directement, l'Iran active le protocole Hormuz, propulse le pétrole à 200 $, provoque une récession planétaire et place l'administration actuelle dans une posture politique intenable à 6 mois des élections de mi-mandat de novembre 2026. Si les États-Unis freinent Israël, ils fracassent l'alliance la plus capitale de leur politique extérieure moyen-orientale et indiquent à tous leurs partenaires régionaux que la garantie de sécurité américaine possède des frontières. C'est un piège bifurqué et l'Iran l'a élaboré volontairement. Mais ce n'est pas encore le summum. Le summum, c'est ce que cette offensive dévoile sur le nouveau commandement iranien issu de la transition post-Khamenei. Les analystes occidentaux espéraient, et certains pronostiquaient, qu'un nouveau guide suprême moins enraciné dans l'idéologie initiatrice de 1979 serait davantage pragmatique, davantage accessible à la négociation, moins disposé à l'escalade militaire. Ce matin, cette conjecture est définitivement inhumée. Le nouveau commandement iranien a
opté pour marquer son apparition sur la scène internationale, non par une ouverture diplomatique, mais par une exhibition de puissance militaire directe sur le territoire israélien. Ce choix n'est pas aberrant, il est calculé. Un nouveau guide qui accède au pouvoir après des décennies de direction vigoureuse doit instantanément prouver à ses propres factions internes et spécifiquement aux gardiens de la Révolution qu'il est au minimum aussi ferme que son prédécesseur. Cette offensive constitue autant un message adressé à Tel Aviv qu'un message adressé à Téhéran. Et ce message proclame « Le régime ne s'est pas assoupli, il s'est reconstitué ». Observons ce qui se produit concrètement dans les capitales qui comptent dans les heures suivant l'offensive. À Washington, l'administration rassemble en urgence une réunion du Conseil de sécurité nationale. Le dilemme est instantané et violent. Appuyer une contre-offensive israélienne massive risque d'entraîner les États-Unis dans une guerre ouverte contre l'Iran à 6 mois des élections de mi-mandat. Freiner Israël risque de fracasser l'alliance américano-israélienne devant l'opinion publique américaine. Il n'existe pas de bonne alternative. Uniquement 2 mauvaises alternatives de gravité distincte. À Tel Aviv, le cabinet de guerre est assemblé en session ininterrompue. La contrainte politique intérieure pour une contre-offensive massive est écrasante. 9 victimes israéliennes sur le territoire israélien constituent politiquement une ligne rouge insurmontable pour n'importe quel gouvernement israélien. L'interrogation n'est pas de savoir s'il va contre-attaquer. L'interrogation est de savoir jusqu'à quelle limite. À Riyad, Mohammed Ben Salman contacte simultanément Washington et Téhéran en proposant une médiation d'urgence. L'Arabie saoudite nécessite que le Golfe demeure paisible pour protéger ses revenus pétroliers et son programme Vision 2030. Elle possède un intérêt à la désescalade, mais sa capacité de médiation dépend de la disposition des 2 parties à écouter. Et ce matin, personne n'écoute. À Moscou, la Russie rassemble une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, sachant parfaitement que les États-Unis opposeront leur veto à toute résolution de condamnation d'Israël et qu'elle-même opposera son veto à toute résolution de condamnation de l'Iran. Le Conseil de sécurité va se paralyser mutuellement et pendant que les diplomates débattent à New York, les missiles persistent à voler au Moyen-Orient. Et à Pékin, Xi Jinping publie un appel à la retenue de toutes les parties, formulation diplomatiquement impartiale qui lui permet de préserver ses relations avec l'Iran, avec Israël et avec les États-Unis simultanément. La Chine constitue le seul acteur qui détient des leviers sur toutes les parties. Et elle ne les emploie pas encore. Elle patiente, elle calcule et elle sait que plus la crise persiste, plus son rôle de médiateur indispensable devient précieux. Et maintenant, je vais vous montrer rigoureusement ce qui se produit dans les salles de commandement, des 3 versants. Imaginez maintenant 3 scènes. Première scène, un centre de commandement des gardiens de la Révolution. Téhéran, 2 heures après l'offensive. Un général scrute les écrans de surveillance en temps réel, son adjoint pénètre. Pourcentage d'impact confirmé, 8 missiles sur 30 ont franchi les défenses. 9 victimes confirmées, versant israélien. Le général approuve de la tête lentement. Et les marchés ? Pétrole à 115. Les bourses européennes ont débuté en chute de 3,4%. Parfait. On anticipe la contre-offensive israélienne. Le général se retourne, paisible, presque serein. On ne l'anticipe pas. On l'a orchestré. Nos positions dans les 6 nations du réseau sont en configuration défensive maximale depuis 72 heures. Quand Israël frappe, on contre-attaque depuis le Liban, depuis le Yémen, depuis l'Irak, simultanément. Ils devront sélectionner sur quel front contre-attaquer en premier. Et si les Américains s'impliquent directement, alors on ferme Hormuz et ce n'est plus notre difficulté, c'est la leur. Ils scrutent la carte. On a investi 2 ans à assimiler comment leurs missiles nous bombardaient. On a investi 2 ans à élaborer comment les nôtres franchissaient leur défense. Ce matin n'était pas une offensive, c'était un test. On a obtenu notre évaluation. Silence. La véritable offensive, si elle survient, sera distincte. Deuxième scène. La Situation Room, Washington, même instant, l'atmosphère est électrique, plusieurs généraux, plusieurs conseillers civils, plusieurs téléphones qui sonnent simultanément. Le secrétaire à la Défense intervient. Israël sollicite notre appui pour une offensive de représailles sur les installations militaires iraniennes. Étendue, très étendue. Silence dans la salle. Définissez étendue. Il évoque 40 à 50 objectifs, dont des infrastructures des gardiens de la Révolution hors de Téhéran.
Si on appuie ça, on est en guerre avec l'Iran. Si on n'appuie pas ça, on perd Israël. Un conseiller politique intervient. On est à 6 mois des élections de mi-mandat. Silence pesant. Un général senior pose ses mains à plat sur la table. Messieurs, je dois vous révéler quelque chose que personne dans cette salle ne souhaite entendre. On n'a pas de stratégie de sortie. On a des stratégies d'entrée. On n'a pas de stratégie de sortie. Personne ne réagit. Le conseiller à la sécurité nationale inscrit quelque chose. Il scrute ce qu'il a inscrit. Il le dissimule sous sa main. Il chuchote à son voisin en se levant pour recevoir un appel. C'est rigoureusement ce que l'Iran voulait nous entendre proclamer. Troisième scène. Un abri anti-aérien à Tel Aviv, même matinée. Des familles, des enfants, des téléphones, la lumière blafarde des lampes de secours, 2 hommes d'une quarantaine d'années, inconnus l'un de l'autre, assis côte à côte contre le mur. L'un scrute son téléphone, les actualités défilent. Il proclame que la contre-offensive sera massive. L'autre ne répond pas instantanément. C'est ce qu'il proclame constamment. Tu ne crois pas qu'on devrait contre-attaquer ? Je crois qu'on devrait tous sortir vivants de cet abri d'abord. Silence. Des enfants qui sanglotent dans un coin. Une femme qui fredonne doucement pour apaiser un bébé. Tu penses que ça va cesser ? L'autre scrute le plafond en béton. Pas avant que quelqu'un décide que le tarif est excessivement élevé. Quel tarif ? Je ne sais pas. Mais apparemment 9 victimes, c'est pas encore suffisant. Dans l'abri, le bruit sourd d'une détonation lointaine. Les lumières qui vacillent 1 seconde, l'enfant qui sanglote davantage fort, et la femme qui persiste à fredonner comme si la mélodie pouvait maintenir le monde à distance. Et maintenant, voici l'analyse que personne n'ose articuler publiquement. Voici l'analyse que personne n'ose articuler publiquement ce matin. Cet affrontement est en train de franchir un seuil que les spécialistes nomment le seuil d'irréversibilité tactique. C'est l'instant dans une escalade militaire où chaque partie a enduré suffisamment de pertes et investi suffisamment de crédibilité pour qu'un retour en arrière sans accord politique soit devenu domestiquement impraticable. Israël ne peut pas ne pas contre-attaquer après 9 victimes sur son territoire. L'Iran ne peut pas désavouer une offensive qu'il vient de revendiquer officiellement. Les États-Unis ne peuvent pas freiner Israël sans fracasser leur propre crédibilité régionale. Et aucune des 3 parties ne détient de mécanisme de désescalade opérationnel en place. Ce qui manque n'est pas la disposition de certains acteurs de découvrir une sortie. C'est l'architecture diplomatique pour l'accomplir. L'architecture qui aurait pu contenir cette escalade, le JCPOA, les canaux de communication indirects, les intermédiaires régionaux, a été démantelée progressivement depuis 2018. Et maintenant que le feu est allumé, les extincteurs ne sont plus disponibles. D'autres affrontements dans d'autres zones du monde sont en train de franchir rigoureusement le même seuil d'irréversibilité tactique pour les mêmes raisons, avec les mêmes conséquences anticipables. Et voici le chiffre que j'ai conservé pour la conclusion. Le chiffre qui devrait vous glacer le sang. Selon les modèles économétriques du Fonds monétaire international publiés en janvier 2026, une fermeture du détroit d'Ormuz de 30 jours, scénario activable par l'Iran en réponse à une contre-offensive israélienne massive, provoquerait une contraction du PIB planétaire de 2,8% en 12 mois. En valeur absolue, cela représente 3 000 milliards de dollars de richesse planétaire anéantie. En termes concrets, c'est l'équivalent de l'économie française et de l'économie espagnole combinée, effacée en 1 an, sur la base d'une fermeture d'un détroit de 54 km de largeur. Ce qui survient ensuite est encore davantage dévastateur. Dans les prochaines 48 heures, la contre-offensive israélienne va déterminer l'ampleur de la prochaine offensive iranienne. Ce cycle action-réaction ne détient pas de mécanisme d'arrêt automatique. Dans 2 ans, si l'escalade persiste sans médiation efficiente, le programme nucléaire iranien sera la carte ultime sur la table, employée non pas comme une arme, mais comme une menace d'emploi qui paralyse toute action militaire ennemie. Dans 5 ans, si aucun accord politique n'est découvert, le Moyen-Orient sera structurellement scindé en 2 blocs d'influence incompatibles avec des lignes de front permanentes et une instabilité chronique qui rend tout investissement économique régional impraticable. Dans 10 à 15 ans, si les architectures de sécurité collective persistent à se dégrader à ce rythme, le monde sera entré dans ce que les historiens militaires nomment une guerre de 30 ans du XXIe siècle.
Un affrontement prolongé, fragmenté, sans front distinct, alimenté par des acteurs non étatiques et des puissances régionales dans lequel personne ne prévaut et tout le monde perd progressivement. Et vous là maintenant, est-ce que vous réalisez que les décisions adoptées dans les prochaines 48 heures dans 3 capitales vont déterminer si vos enfants grandissent dans un monde où la guerre au Moyen-Orient constitue un événement ou une condition permanente? Le 21e siècle ne se remporte pas avec les contre-offensives les plus rapides. Il se remporte avec l'aptitude à édifier des architectures de désescalade avant que le feu ne débute, pas après. 9 Israéliens ont péri ce matin. Leur décès est authentique, leur deuil est légitime et la colère qui en découle est humaine et compréhensible. Mais la contre-offensive militaire qui va suivre ne les ramènera pas. Elle déterminera uniquement combien d'autres périront des deux versants dans les semaines qui surviennent. Comprendre rigoureusement ce mécanisme, c'est comprendre pourquoi les guerres débutent constamment par des actes qui semblent inéluctables et se terminent constamment par des accords qui auraient pu être conclus avant la première victime. Ne clignez pas des yeux. Et si vous voulez accéder à l'analyse exhaustive, sans censure, avec des documents que les médias n'osent pas montrer, ce contenu est disponible uniquement pour les membres. Le bouton d'adhésion est en bas. Rejoignez la communauté qui comprend ce qui se produit réellement. Abonnez, cloche, vous savez.